3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. D'abord, merci à tous d'avoir cliqué, d'avoir été intéressés par cette vidéo, mais aussi un big up particulier à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Sans vous, je ne serais pas là, c'est clair, et si vous aussi vous voulez participer à la fête, c'est en description que ça se passe. En tout cas, aujourd'hui, c'est un overtime que je vous propose. Un truc qui s'inscrit dans l'une de mes séries préférées, même si c'est peut-être celle qui marche le moins depuis le début de la chaîne, le top 6 all-time de l'histoire de chaque franchise. Alors petit à petit on avance dans cette playlist. Sous mon radar sont déjà passés les Celtics, les Warriors, les Knicks, les Pistons, les Lakers, les Kings et les Hawks. Ouais, ça fait déjà 7 équipes et la 8ème sera légendaire, une team chère à mon cœur, les Philadelphia 76ers. Pour commencer, il faut savoir que la franchise n'a pas toujours évolué à Philadelphie, vu qu'elle a fait ses débuts à Syracuse sous le patronyme des Nationals. La team est restée là-bas de 1949 à 1963, sauf que quand les Warriors ont quitté Philly au début des années 60, les proprios se sont vite rendus compte qu'il y avait une place à prendre dans la ville de l'amour fraternel. Déménagement vers Philadelphie donc, et changement de nom en 76ers pour coller à la ville et à son passé de première capitale de l'histoire des États-Unis. Si l'on fait le bilan de manière plus globale, la franchise, que ce soit à Syracuse ou à Philadelphie, a 71 ans d'existence. En ce laps de temps, elle est apparue 50 fois en playoff, ce qui est un bon score, et a participé à 9 finales, parmi lesquelles elle a remporté 3 titres. En vrai, c'est pas mal du tout ça, et bien sûr, dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce palmarès de plus près. Du coup, vous l'imaginez bien, ça a pas été forcément hyper easy de ne garder que 6 moments dans une telle histoire. Pourtant, je suis assez content de ce que j'ai conservé. Ouais, mais t'as pas quelque chose à rappeler à ta commu avant de commencer, comme à chaque fois? Si, tu fais bien de me le dire. En ce moment, sur Instagram, je présente au quotidien mes all-time teams. Du coup, let's go me suivre là-bas, car c'est réellement le complément idéal de cette playlist là que vous êtes en train de regarder. À chaque équipe, je consacre une semaine. Le lundi, je choisis le coach, du mardi au samedi, les 5 titulaires, et le dimanche, place aux 7 remplaçants. Là, par exemple, les Sixers ne sont pas passés encore, même si j'ai déjà fait 20 équipes. Par contre, même si ça avait été le cas, il y aurait rien eu de grave, vu que toutes les franchises déjà étudiées sont sauvegardées dans mes stories à la une. Et ouais, la team, j'ai pensé à tout. Donc vous avez capté, ce serait bien dommage de ne pas me suivre sur ce réseau social. Mais allez, ça suffit, l'instant promo est terminé et il est temps de revenir à la franchise de Pennsylvanie. Alors c'est parti pour le top 6 all-time des meilleurs moments de l'histoire des Philadelphia 76ers. En numéro 6, je veux parler de Charles Barkley. Le gars a sûrement été mon tout premier joueur préféré, mais en vrai ça on s'en fout. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la façon dont il a marqué les Sixers avec son mental de dingue et son jeu atypique. Drafté en 1984 avec le 5ème choix à la sortie d'Auburn, Barkley adore le basket, mais aussi les hamburgers. Le mec est en surpoids ou pas loin et ça peut inquiéter. Sauf que son jeu unique intrigue. Affiché officiellement à 1m98, mais visiblement plus proche des 1m93, comme on le lit régulièrement, Barkley joue intérieur alors qu'il rend près de 20 cm à certains de ses adversaires. Il compense sa petite taille avec son sens du placement, sa hargne, mais aussi sa vitesse. Très dominateur au rebond, il devient alors un spécialiste des coast-to-coast en mode tank. Le mec va tout droit, joue avec une intensité et une puissance folle et devient très difficile à stopper. Et son poids alors, ça a pas été un souci? Eh bien non, et pour ça, merci Moses Malone. Le vétéran prend Charles sous son aile et le fait bosser autant physiquement que mentalement. Barkley comprend alors qu'il peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde s'il adopte la bonne attitude. C'est ainsi que Sir Charles perd du poids, sait utiliser les kilos qui lui restent à très bon escient et domine très vite. Lors des playoffs 86, alors que le gars n'est que sophomore, il termine meilleur marqueur et meilleur rebondeur des Sixers avec des moyennes de 25 points et 16 rebonds dans une équipe qui compte dans ses rangs Julius Erving et Moses Malone, c'est assez ouf. Mais le souci, c'est que ces gars vieillissent et les Sixers galèrent à passer des tours en post-season. C'est comme ça qu'après 2 ans sans finale de conférence, il faut penser à reconstruire du côté de Philly. Mo Malone est transféré lors de l'été 86 et Julius Erving prend sa retraite en 87. Une vraie page est tournée. Barkley se retrouve alors avec d'énormes responsabilités, mais peu importe, il assume et peu à peu il monte en puissance. Très efficace au tir, il obtient la première de ses 11 sélections All-Star en 1987, tourne à 28 points par match en 1988, puis obtient la 2ème place au vote de MVP en 1990 et le trophée de MVP du All-Star Game en 1991, chopant 22 rebonds, soit le meilleur total de l'histoire depuis Wilt Chamberlain. Je suis limite essoufflé tellement il y a eu de trucs à dire en quelques années. Le mec porte son équipe des 76ers sur ses épaules avec un R.C. Hawkins qui est probablement son meilleur coéquipier. En vrai, ce supporting cast c'est plutôt léger, mais ça n'empêche pas les Sixers de réussir assez bien. 2 fois, en 1990 et en 1991, ils atteignent le 2e tour, mais à chaque fois, pas de chance, ils se font sortir par les Bulls de Michael Jordan. Par contre, sur ces séries-là, impossible d'en vouloir à Charles Barkley.
Ce que je trouve très fort chez ce joueur, c'est qu'à chaque fois que les playoffs arrivent, il se débrouille pour step up encore, améliorant la plupart du temps ses stats dans toutes les catégories. Sauf que force est de constater que malgré toute la puissance et tout le talent de Sir Charles, il manque un truc à ses Sixers pour atteindre les sommets. Ouais, vu ce que je sais de sa carrière, ça sent un peu la fin de l'aventure pour Charles Barkley, non? Eh bien, t'as pas tort du tout. Lors de la saison 1991-1992, Sir Charles prouve une nouvelle fois qu'il a un grand cœur, décidant d'arborer le numéro 32 pour rendre hommage à son pote Magic Johnson touché par le VIH. Si certains joueurs NBA donnaient de la voix pour que le meneur des Lakers arrête sa carrière au vu du danger qu'il représentait selon eux, Charles Barkley, lui, n'a pas hésité à aller à contre-courant. Nous jouons juste au basket, ce n'est pas comme si on faisait du sexe sans capote avec Magic. Cette prise de position à une époque où les connaissances sur le virus du sida étaient faibles et que cette situation créait la psychose chez tout le monde était sacrément courageuse. C'est aussi pour des raisons comme ça qu'on peut apprécier Sir Charles. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en parallèle, la relation entre Charles Barkley et Philadelphie s'étiole peu à peu. Agacé de se sentir seul, le mec débordait de plus en plus, critiquait la direction ouvertement et dépassait régulièrement les bornes. Le montant total de ses amendes pour l'époque atteignait des records et sa baston face à Bill Laimbeer avait fait couler beaucoup d'encre. Summum de son mal-être en mars 1991 lorsqu'il tenta de cracher sur un fan qui aurait proféré des injures racistes. Sauf que problème, le mot là rate sa cible et arrive en plein milieu du visage d'une petite fille, ouch. Les faits comme ça, même si la plupart sont un peu moins graves, se multiplient et la dernière saison de Sir Charles à Philadelphie s'avère assez catastrophique finalement. Barkley continuait à dominer individuellement, mais sa nervosité se faisait ressentir sur toute la team. C'est ainsi que les Sixers n'atteignirent pas les playoffs en 92 et que l'ailier fort demanda officiellement son transfert. Il fut envoyé aux Suns contre notamment Jeff Hornacek et ce fut le début de plusieurs années de galère pour les Sixers qui ne retrouvèrent pas la post-season avant 1999. Ouais, le gars s'est débrouillé pour faire en sorte d'avoir un départ controversé quand même. C'est sûr, des fois on dit que l'amour et la haine c'est très proche, mais depuis, t'inquiète pas, les choses sont digérées. J'étais quelqu'un de très controversé je pense, mais je ne regrette qu'une seule chose, l'incident du crachat. Mais vous savez quoi, ça m'a appris une leçon importante. J'ai pu comprendre que je mettais beaucoup trop d'intensité dans les matchs, ça m'a appris que ma volonté de gagner était beaucoup trop grande. Je voulais gagner à tout prix, mais il fallait que je me calme. Plutôt que de jouer de la bonne façon et de respecter le basket, j'étais bien trop prêt à n'importe quoi pour gagner. Comme quoi, quand on prend de l'âge, on devient plus sage. Barkley est en tout cas entièrement pardonné depuis, vu qu'en 2001, il reçut l'honneur de voir son numéro retiré au plafond de la salle de Philadelphie. Le mec a même sa statue désormais devant le practice facility des Sixers. Alors pour tout ça, mais aussi son agressivité, sa compétitivité et le level que ça lui a permis d'atteindre, Sir Charles a réellement marqué la ville de Philly. Voilà pourquoi il obtient de façon amplement méritée la 6ème place de mon top du jour. Numéro 5 maintenant, pour lequel nous allons nous intéresser au début de la carrière de Julius Erving sous le maillot de Philadelphie. Star de la ABA avec laquelle il avait tout remporté collectivement et individuellement, Dr. J s'apprêtait alors à rejoindre la NBA suite à la fusion entre les deux ligues. C'est là que les 76ers firent une super affaire et on va rappeler les faits. En 1976, les New York Nets de Julius Erving avaient pour projet de débarquer en NBA. En plus de payer les coûts d'entrée dans la grande ligue de 3,2 millions de dollars, ils durent indemniser les Knicks qui demandèrent 5 millions supplémentaires pour pouvoir s'installer sur le territoire new-yorkais. Malin les gars, sauf que les Nets n'avaient pas les moyens et ils furent bien embêtés. Donc là, t'es parti du côté de New York, on parlait pas des Sixers à la base? Patience, ça arrive. Pour dédommager les Knicks, les Nets proposent de leur donner Julius Erving afin de faire baisser le tarif, mais rien à faire, les New-Yorkais veulent du cash. C'est là que les 76ers flairent le bon coup et entrent dans la danse. Ils proposent aux Nets une somme de 3 millions en échange du joueur, plus les coûts d'entrée dans la NBA, donc une somme de 6 millions grosso modo. Au vu des frais que doivent payer les Nets et de la non-volonté de Erving de jouer pour un salaire réduit, ils n'ont pas le choix, ils acceptent. Croyez-moi, même si les Knicks et les Nets ont vécu cette situation d'un œil amer et ont sûrement quelques regrets depuis, ce ne fut pas le cas des 76ers. Écoutez plutôt, je vais vous expliquer l'impact de Dr. J. Dès la première saison d'Erving à Philly, les Sixers battent leurs rivaux historiques de Boston en 7 matchs pour accéder aux finales de conférence, puis au final NBA face aux Blazers coachés par Jack Ramsey, ancien tacticien des Sixers. La catastrophe, alors que Philly menait 2-0, il s'écroule finalement en 6 matchs face à un Bill Walton intenable. Dommage, mais c'est pas grave, les débuts de Erving à Philadelphie sont très prometteurs. Là, pour la suite, on va jumper 3 années plus tard. En 1980, après quelques playoffs sans trop de saveur, les 76ers retournent en finale. Mais encore une fois, ils échouent à un cheveu du titre face aux Lakers d'un Magic Johnson rookie en mode surhumain. Lors du match 6, alors que Karim Abdul-Jabbar était blessé, c'est le meneur qui joue à pivot et qui, avec ses 42 points notamment, élimina les Sixers en 6 matchs lors de l'un des moments les plus légendaires des finales NBA. D'ailleurs, en termes d'action légendaire, cette finale 1980 fut très riche. Lors du Game 4, Dr. J a purement et simplement inscrit l'un des plus beaux paniers de l'histoire des finales NBA. Poussé vers la ligne de fond, Erving s'apprêtait à aller dunker, sauf que là, Karim Abdul-Jabbar débarque pour le contrer. Là, plutôt que de passer ou de forcer, l'ailier vole, protège sa balle derrière la planche au-dessus de la sortie, puis la redescend et marque en mode scoop inversé. Waouh! Mais bon, même s'il y a eu victoire dans cette rencontre pour permettre aux 76ers de revenir à 2-2 dans la série, ça n'a pas suffi. L'équipe de Philadelphie échouait encore au niveau de la marche ultime. Mais c'est pas grave, on continue. Après un trophée de MVP pour Erving en 1981, nous voilà en 1982 et rebelote. Alors que l'équipe venait d'accueillir Andrew
Andrew Toney, surnommé plus tard le Boston Strangler tant il arrivait à augmenter son niveau de jeu contre la team du Massachusetts, les Sixers cédèrent une nouvelle fois lors des finales en 1982, encore face aux Lakers. Par contre, revenons à la finale de conférence face aux Seas, l'histoire du Boston Strangler, tout ça. À ce moment-là, la rivalité entre Boston et Philadelphie était à son max. Dr. J, avant même Bird et Magic, était devenu un vrai produit commercial, responsable de la majorité de la com de Converse. Bird, de son côté, montait complètement en puissance, et chacun des duels entre les deux ailiers promettait une intensité incroyable. C'est ainsi qu'au début des années 80, le jeu vidéo One-on-One Dr. J versus Larry Bird fit son apparition. C'est dire si les deux joueurs étaient bankable. Mais revenons à notre finale de conf 1982. Alors que Philly menait 3-1 avec un Tony qui enchaînait les matchs à 30 points et plus, les Celtics recollèrent à 3-3, s'offrant un match 7 décisif au Boston Garden. Mais là, rien à faire pour eux. Les Sixers étaient plus agressifs, plus motivés et peut-être même plus talentueux. Du moins cette année-là. Alors quand dans les ultimes secondes de la rencontre, le public bostonien dut se rendre à l'évidence, tout le monde se mit à encourager les Sixers en vue de la finale. C'est ainsi que depuis les travées de Boston descendaient des chants Beat LA implorant aux joueurs de Philly de venir à bout des Lakers cette fois-ci. Iconique, ce moment a été l'un des plus marquants. Malheureusement, encore une fois, en 6 matchs, les Sixers de Dr. J échouèrent en finale pour la 3e fois en 6 ans. Ouais, en fait, t'es en train de nous expliquer que c'est des losers. Je les trouve sévères quand même si oui, durant ces années-là, les Sixers ne purent pas obtenir un titre. Ceci dit, avoir réussi à atteindre les finales à 3 reprises, mais aussi à éliminer plusieurs fois les Celtics de Larry Bird, qui alors représentaient leurs rivaux historiques, ça pèse selon moi. Le scoop shot de Julius Erving et les chants Beat LA de Boston exacerbent encore la légende. Voilà pourquoi j'offre à cette période menée par Julius Erving la 5e place de mon classement du jour. En numéro 4, place maintenant à la saison 2000-2001 qui représente un vrai moment marquant chez tous les fans des Philadelphia 76ers. Toute cette épopée a commencé en 1996 lorsqu'avec le premier choix de la draft, la team de Pennsylvanie a sélectionné Allen Iverson. Malgré sa taille d'1m83, l'arrière est un intrépide qui n'a peur de rien, dribble dans tous les sens et n'hésite absolument pas à aller défier les gros babards dans la peinture. Son double cross sur Michael Jordan est d'ailleurs toujours autant un régal à regarder. Avec son look gangsta à base de baggy et de chaînes en or, il est l'un des premiers à emmener la culture street dans la NBA, chose qui, disons-le, n'a pas beaucoup plu à David Stern. Mais peu importe, Allen Iverson fait rêver les fans par son histoire et peu à peu les Sixers retrouvent les playoffs. Après 7 ans de disette, ils échouent au 2e tour en 1999 et en 2000 et la saison 2000-2001 s'annonce prometteuse. Cette année-là, Allen Iverson est entouré de guerriers, des mecs qui à première vue n'ont pas un talent de ouf mais donneront tout pour la win. Avec cette team de blue collars et pleine de cœur coachée par Larry Brand, les Sixers débutent leur campagne de la meilleure façon possible. 10 victoires de suite et ça ne s'arrête pas là. Philadelphie domine la conférence Est et AI nous sort un All-Star Game de fou furieux. À l'origine d'une remontada incroyable de sa sélection dans le dernier quart-temps, il permet à l'Est de s'imposer, remportant par la même occasion le trophée de MVP du match des étoiles. À ce moment-là, tout Philadelphie commence à rêver. Cette équipe peut-elle ramener un titre autour du talent inhumain que présente Allen Iverson ? Peut-être, mais pour ça il faudra se renforcer, d'autant plus que Theo Ratliff, le pivot titulaire, vient de se blesser pour toute la saison. Voilà pourquoi en compagnie de Tony Kukoc, il est envoyé direct à Atlanta en échange de Dikembe Mutombo, qui quelques jours avant s'était hyper bien entendu avec Iverson à l'occasion du All-Star Game. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu de tampering à l'occasion de ce week-end, mais passons. N'empêche que l'idée de le faire venir, c'était plutôt lourd et du coup, ça a porté ses fruits. Complètement, portés par leur super rythme, les 76ers terminent premier de la conférence Est et les distinctions individuelles pleuvent. Allen Iverson est élu MVP, Dikembe Mutombo est élu Depoy, Aaron Mackey meilleur 6e homme et Larry Brand coach of the year. Les cols bleus ont tout moissonné. Là arrivent les playoffs qui, comme on le sait, peuvent être bien différents de la saison régulière. Ça, les Sixers s'en aperçoivent dès le match 1 face aux Pacers de ce diable de Reggie Miller. Alors que l'équipe mène de 18 points, ils finissent par s'incliner dans les dernières secondes sur le score de 79-78. L'alerte est formatrice et Indiana se fera éliminer en perdant finalement les 3 matchs suivants. Tout ça sera à l'image en fait de la route vers la finale qui sera semée d'embûches. En demi-finale de conférence par exemple, face à Toronto, Allen Iverson et Vince Carter firent péter les compteurs, enchaînant les matchs à 50 points et plus, rendant leur duel historique. Dans le match 7, Air Canada, heureusement pour les Sixers, manque à le shoot de la win, laissant ses adversaires s'envoler vers les finales de conférence. Nouvelle étape désormais et nouveau défi pour Allen Iverson qui jamais dans sa carrière n'était arrivé aussi loin. Face à lui maintenant, les Bucks de notamment Ray Allen, Glenn Robinson et Sam Cassell. Là on le sent, les joueurs de Philly sont épuisés, tous cumulent des blessures plus ou moins graves, mais tous serrent les dents et jouent avec le cœur. Big up à Eric Snow d'ailleurs, qui pendant toute la fin des playoffs ne jouera que sur un pied. Encore une fois, les Blue Collars se battent, donnent tout et crachent leur boyau sur le terrain. Et encore une fois, au bout d'une série incroyable en 7 matchs, ça passe, les Bucks sont éliminés et voici les Sixers en finale NBA pour la première fois depuis 18 ans. En phase 2, à ce moment-là, l'équipe ultime, les Los Angeles Lakers, c'est un vrai ogre.
Et quand je dis ogre, je plaisante pas. Les Californiens, menés par Kobe Bryant et Shaquille O'Neal, sont non seulement champions en titre, mais en plus de ça, à l'inverse total des 76ers, eux sont arrivés en finale NBA sans perdre un seul match de tous les playoffs. Autant dire que vu l'état physique des Sixers et vu comment les Lakers avaient roulé sur tout le monde dans la conférence Ouest, peu de monde était prêt à parier sur la team de Pennsylvanie. D'accord, mais je te coupe, ça a donné encore une finale Sixers-Lakers, du coup c'est à chaque fois le cas, non? Ouais, la 6ème sur les 9 qu'ont joué les Sixers dans toute leur histoire, ça commence à faire, c'est vrai. Mais concentrons-nous sur celle de 2001, durant laquelle les Lakers prouvent directement leur valeur en menant 18-5 dès les premières minutes du Game 1. Sauf que penser déjà que dans le premier quart-temps, le match était gagné était bien trop anticipé. Les Sixers, pleins d'envie, non seulement remontèrent, mais prirent jusqu'à 15 points d'avance en seconde mi-temps. C'est là que le rouleau compresseur des Lakers s'est remis en marche. Phil Jackson fait rentrer Tyronn Lue, un coup de génie. Il obtient la mission d'éteindre la chaleur d'Allen Iverson et ça fonctionne. Avec ses cornrows, le petit meneur des Lakers dérange complètement AI. Les Lakers reviennent alors au score, 94-94 prolongation. C'est là que prend place l'un des moments les plus iconiques encore de l'histoire de la franchise. À un peu plus d'une minute de la fin de l'overtime, Iverson a la balle. Il réussit enfin à se débarrasser de Tyronn Lue sur un cross, puis à lui marquer sur la tronche. Après tout ce que le petit meneur lui a fait subir, je peux vous dire que c'était un vrai soulagement pour les fans, mais aussi pour Iverson, je pense. Et pour aller encore plus loin et faire encore plus rentrer le symbole dans l'histoire, The Answer enjambe la censure restée au sol juste après son shoot, de step over. Les Lakers ne purent pas revenir dans le match après ça et échouèrent 107-101 dans ce Game 1 à domicile face à un Allen Iverson à 48 points. Boum. L'exploit avait été fait, David avait offert à Goliath sa première défaite dans les playoffs et les Sixers menaient 1-0 dans la série. Malheureusement pour eux, ça ne dura pas, les Californiens remportèrent les 4 matchs suivants malgré des joueurs de Philadelphie qui, même épuisés, se montrèrent accrocheurs jusqu'à la fin. Dédicace à Robert Horry qui a su se montrer décisif encore une fois. Ceux qui ont vu mon overtime sur les Kings savent de quoi je parle. Alors ok, ce moment s'est encore terminé par une défaite des Sixers en finale, mais peu importe. La détermination qu'a su montrer cette équipe tout au long de la saison autour de son leader de cœur, Allen Iverson, a dans mon cœur une place très importante. C'est pourquoi elle obtient la 4ème place de mon top du jour. Pour la place numéro 3, nous allons revenir en 1949 lors de la création de la franchise qui, comme je l'expliquais en intro, était logée à Syracuse sous l'appellation de Nationals. Dans l'équipe était présente une superstar qui évoluait au poste de pivot, Dolph Chase. Le problème c'est que, aussi talentueux qu'il était, un monstre de l'époque était encore plus dominateur. Je vous parle de George Mikan qui entre 1949 et 1954 a remporté 5 titres avec ses Lakers, stoppant plusieurs fois le parcours des Nationals. Du coup, revenons un peu là-dessus. En 1950, dès leur première saison, les Nats arrivent en finale, ce qui représente une performance assez incroyable. Ceci dit, en phase 2, les Lakers, encore, et ils s'imposent en 6 matchs, vous connaissez. En 1954, ils arrivent à nouveau à accéder à cette étape ultime, encore une fois contre les Lakers. Rien à faire, Mikan et ses potes remportent un nouveau titre, le 5ème en 6 ans. Tu veux faire quoi au bout d'un moment? Les joueurs de Syracuse sont limite dépités, mais là arrive la saison 1954-1955 qui annonce de grands changements en NBA. Danny Biasone, propriétaire des Nationals, mène des études et propose à la ligue d'introduire une horloge limitant à 24 secondes le temps d'une possession. L'idée paraît à la fois folle mais aussi révolutionnaire quand on voit que des équipes essayaient de garder le plus longtemps possible la balle quand elles menaient au score justement pour éviter que Mikan les défonce derrière. Alors lorsque Biasone présente son projet à la ligue prouvant que tous ses calculs ne laissaient aucune place à l'incertitude, les comiches acceptèrent immédiatement. Résultat, cette nouvelle règle est directement un succès, les attaques deviennent bien plus prolifiques et le jeu plus spectaculaire. Et alors, est-ce que le fait que cette règle vienne directement des dirigeants des Nationals, ça les a avantagés ensuite? Eh bien écoute, faut croire que oui. Cette année-là, l'équipe obtient le meilleur bilan de la conférence Est et débarque en finale pour la 2ème année consécutive. Mais en phase 2, cette fois-ci, ouf, pas les Lakers, mais les Pistons de Fort Wayne. Et si cette série est entachée de rumeurs de corruption que j'explique en détail dans la vidéo consacrée aux Pistons, ce fut finalement les Nationals qui s'imposèrent en 7 matchs. Seulement 6 ans après sa création, l'équipe à la base de l'horloge des 24 secondes a su profiter de la règle pour s'octroyer son premier titre de son histoire. Tout a donc commencé à Syracuse, sous l'impulsion d'un Dolph Chase qui aurait bien mérité le trophée de MVP des finales 1955 s'il avait existé. Mais bref, passons et abordons rapidement la suite qui fut un poil moins festive. Malheureusement pour Chase et ses Nationals, un nouveau monstre arriva en 1956, Bill Russell, qui avec ses Celtics remportera 11 titres dans les 13 saisons qui suivirent. Finalement, heureusement pour Dolph Chase et l'histoire des Sixers qu'ils aient pu obtenir une toute petite fenêtre entre la fin de carrière de Mikan et la draft de Russell. Ça leur a valu un magnifique titre en 1955, mais aussi la 3ème place de mon classement du jour.
Numéro 2 maintenant, avec un retour en 1967. Vous vous rappelez juste avant, je pense que oui, quand je disais que Bill Russell avait remporté 11 titres en 13 ans. Cela signifie qu'il n'a échoué que 2 fois durant sa carrière, en 1958 face aux Hawks, mais aussi en 1967 face aux Sixers, qui désormais étaient arrivés à Philadelphie. Alors bien sûr, je vais raconter tout ça. Lors de l'intersaison 1964, les Sixers récupèrent Wilt Chamberlain, profitant du fait qu'il était un local et que les Warriors, son ancienne équipe, étaient désormais partis sur la côte ouest. Oui, pour que vous vous y retrouviez, avant les Warriors étaient à Philadelphie et Wilt Chamberlain se sentait bien dans cette ville. Sauf que là, même avec le Big Dipper, c'était compliqué car dès la première année, les Sixers affrontèrent les Celtics, oui, encore eux, en finale de conférence. Mais quand même, il s'en est fallu de peu. Wilt Chamberlain et ses potes échouèrent en 7 matchs suite à l'interception légendaire de John Havlicek que là aussi j'aborde en détail dans mon overtime lié aux Celtics. C'est passé près et j'imagine que toute l'équipe a dû rentrer à la maison la boule au ventre. En 1966, même histoire, les Sixers se font encore stopper en 5 matchs juste avant la finale par les Seas. Bill Russell et ses potes sont juste trop forts. Les voilà maintenant détenteurs des 8 derniers titres remportés en NBA, une série record jamais égalée depuis. Et je sens que tu vas nous expliquer comment cette série s'est terminée. On ne peut rien te cacher à toi. Cette saison-là, avec des joueurs comme Wilt Chamberlain bien sûr, mais aussi Al Greer, Billy Cunningham et Chet Walker, les 76ers démarrèrent leur saison le couteau entre les dents. Au bout de 50 matchs, ils présentaient un bilan incroyable de 46 victoires pour 4 défaites seulement. Comment tu peux tester ça? Dommage qu'ils aient levé le pied sur la deuxième partie de la campagne et qu'ils ne réunirent pas les conditions pour battre un record, mais quand même, avec 68 victoires cette année-là, les Sixers réalisèrent la meilleure saison de leur histoire et jamais ils n'ont égalé ce score depuis. Sauf que vous l'imaginez, encore une fois, pour aller au bout, il faudra renverser les Celtics qui, je le répète, viennent de remporter les 8 derniers titres. C'est ainsi que les deux équipes se donnent à nouveau rendez-vous en finale de conférence. Là, avec un Wilt Chamberlain en triple-double de moyenne grâce à, écoutez bien, 22 points, 32 rebonds et 10 passes, mais aussi avec un Al Greer en mode super scoreur avec 29 unités par match, l'équipe de Philly ne fait qu'une bouchée des octuples champions en titre. 5 matchs auront suffi pour se qualifier en finale. Les fans étaient tellement heureux que pendant plusieurs jours, dans les rues de Philadelphie, on entendait les fans s'époumoner en chantant Boston is dead. Éliminer les Seas était vraiment un accomplissement très marquant. Mais place à la suite du coup et la finale face aux Warriors, qui malgré un Rick Barry insolent de réussite fut une formalité. Et la différence c'est qu'à Philadelphie, le jeu reposait non pas sur 1 ou 2, mais sur 5 joueurs incroyables. Dites-vous que lors de cette finale remportée en 6 matchs, Wilt Chamberlain n'était que le 5e meilleur marqueur de son équipe. C'est dire si la balle était partagée entre les hommes d'Alex Hanom. C'est donc avec un super collectif, mais aussi un danger qui pouvait venir de partout, que les Sixers remportèrent leur premier titre dans la ville de Philadelphie. Pour certains observateurs d'ailleurs, cet effectif de 1966-1967 a formé l'une des équipes les plus dominantes de l'histoire de la ligue. Dommage que l'année suivante ait été marquée par une nouvelle élimination par les Celtics qui glanèrent 2 bagues supplémentaires pendant que les Sixers, eux, coulèrent peu à peu vers les plus profondes abysses. Pas grave, ce titre 1967 prend quand même la 2e place de mon top. Pour la première place, revenons en 1983, vous vous rappelez? Juste après les 3 finales perdues par Julius Erving et les Siens que je classais à la 5e place. Sauf que là, depuis la finale 1982, une année a passé et plus question de perdre à nouveau. Du coup, pour se mettre à niveau, les dirigeants de Philly décident de frapper fort. Il n'y a pas le choix, il faut épauler Dr. J. Et pour ça, qui de mieux que le MVP en titre, Moses Malone, qui arrive dans le cadre d'un sign and trade pour presque rien. Franchement, croyez-moi, cette arrivée, elle crée un gros tremblement de terre dans la ligue. Ras-le-bol de se faire stopper par les Celtics de Larry Bird ou les Lakers de Magic Johnson. Désormais, les Sixers veulent arriver au bout, et autant dire qu'ils s'en donnent les moyens. Après une saison à 65 victoires, un Moses Malone à 25-15 et un Julius Erving à 22-7, les Sixers obtiennent le meilleur bilan de la ligue et s'affichent comme favoris à l'arrivée des playoffs. Alors ok, les deux stars étaient très fortes, mais elles étaient aussi sacrément bien entourées. À leur côté, des role-players de luxe comme Maurice Cheeks, Andrew Toney, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi le spécialiste de la défense Bobby Jones. C'est donc avec cette team que Moses Malone pète tout, remporte son 2e trophée de MVP consécutif, son 3e en carrière et approche de la post-season en surconfiance. Quand un journaliste lui demande comment il imagine les playoffs, sa réponse est simple. Cela signifiait purement et simplement que selon lui, les Sixers allaient sweeper tout le monde jusqu'au titre. Oh, c'est quand même sacrément prétentieux ça, et ils ont réussi au moins? Eh bien presque, c'est ça le plus fou. 4-0 face aux Knicks, puis 4-1 face aux Bucks, et à nouveau 4-0 face aux Lakers en finale. En 13 matchs, tout était plié. Les Sixers n'ont donc pas fait un 4-4-4, mais un 4-5-4, qui a un détail près sensiblement pareil. Bon après, si je suis complètement honnête, je dois dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à départager le titre de 1967 et celui-là, tant ils ont énormément de valeur aux yeux des fans des Sixers, mais aussi dans l'histoire NBA. Ceci dit, arriver à sweeper leur cauchemar de toujours, c'est-à-dire les Lakers de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, alors que cette team était sans contestation possible la meilleure des 80s, ça m'a paru juste légendaire. Après, j'avoue qu'il peut y avoir discussion. Bah oui, en 1967, sortir les Celtics de Bill Russell qui venait de gagner 8 titres, c'était pas légendaire peut-être? Bien sûr que si, c'était complètement légendaire et c'est pour ça que j'ai énormément hésité. Ceci dit, ma sensibilité a tranché et l'histoire du 4-4-4, même si aucune image n'existe pour confirmer que ça a été vraiment dit, m'a semblé encore plus épique. Voilà en partie pourquoi ce titre de 1983 s'affiche au sommet de mon classement du jour.
Voilà pour ce qui est selon moi des 6 meilleurs moments de l'histoire des 76ers, voilà pour ce qui est de ma 8ème team étudiée de la sorte. Bon, vous en pensez quoi vous? Vous êtes d'accord avec ce top 6? Comment classez-vous ces 6 moments des 76ers si vous les comparez aux moments des équipes que j'ai déjà étudiées? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment, et tout ça me sera super utile pour un projet que j'ai dans un coin de ma tête. Mais j'en dis pas plus, pour suivre l'actu et ne rien manquer des finales NBA qui commencent ce soir, vous le savez, c'est sur Basket Info que ça se passe. J'y rédige des articles tous les jours en semaine, et c'est avec un grand plaisir que j'aimerais vous les partager. Du coup, vous irez voir, je mettrai tous les liens pour nous suivre dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous à la chaîne, mais surtout activez la cloche pour recevoir les notifications. On est dans la meilleure possible en ce moment pour la NBA, et ce serait bien dommage de ne pas rester connecté. Puis vu que Roland Garros vient de commencer, je compte sur vous aussi pour faire le grand chelem. C'est quoi le grand chelem? Eh ben c'est simple, c'est la totale, l'abonnement, la cloche, le pouce bleu et le commentaire. Faites-le tout ça parce que de ce que j'entends des rumeurs, même si j'en suis pas tout à fait sûr, il paraît que ça peut chasser le Covid, alors autant essayer, ça coûte rien. Ça fait toujours du bien à l'ego d'être un bienfaiteur. À très vite.